À la dernière intervention de cette journée philosophique qui fut longue et diverse, voilà. On a le plaisir d'écouter Corinne Saunier, qui s'occupe également du Ciné-Club, qui a été amenée d'ailleurs à présenter cette année un film au studio, et le Ciné-Club continue à tourner régulièrement au lycée. Et sur la peur, c'est un autre versant de la peur qu'on a pour l'instant effectivement très peu vu. On l'a vu un tout petit peu avec Hegel. C'est peur et héroïsme, et en l'occurrence dans un film de Kurosawa, et c'est le samouraï. Je laisse la parole à Corinne Saunier. Merci. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc je vais essayer de parler du thème donc, de la peur et de l'héroïsme, parce que je pense que les deux peuvent être réunis, même si ça peut paraître assez paradoxal. Et notamment dans ce film, il me semble que ces deux problématiques, elles sont intrinsèquement liées. Tout d'abord, peut-être commencer par une présentation rapide de Kurosawa, parce que c'est vraiment un cinéaste absolument majeur, aussi bien dans l'histoire du cinéma que dans le cinéma asiatique. Donc Kurosawa, né en 1910, mort en 1998, considéré comme, après sa mort en 1999, l'asiatique du siècle, en tout cas le cinéaste qui a vraiment permis à ce continent d'avoir un rayonnement cinématographique exceptionnel, un des premiers. Alors de sa biographie, on peut peut-être retenir que son père était descendant d'une lignée de samouraïs. Donc ça peut aussi expliquer son intérêt pour cette thématique qu'on trouve dans les 7 samouraïs, mais qu'on trouve aussi dans son tout premier film qui s'intitule La règle du judo. Un père aussi qui a travaillé dans l'armée, donc là aussi on retrouve cette thématique du combat et de l'exercice physique qui était à l'honneur dans sa famille, et donc une éducation qui était aussi physique qu'intellectuelle, puisque sa famille était aussi ce qui pouvait être assez, je dirais, minoritaire à l'époque, très tournée vers la culture occidentale et notamment le cinéma. Kurosawa a fréquenté les salles de cinéma, a vu des films occidentaux très jeunes. Le personnage fondateur pour lui dans sa vie, c'était un de ses frères aînés qui s'appelait Eigo, qui était un personnage assez particulier. Il l'estime très important dans sa vie parce qu'il considère que c'est celui vraiment qui l'a endurci. Et notamment lors d'un tremblement de terre à Tokyo, ce frère aîné l'a obligé à aller visiter le quartier qui avait été le plus touché par ces tremblements de terre, où les sols étaient encore jonchés de cadavres. Et quand Kurosawa, qui était tout petit, voulait détourner les yeux pour ne pas voir ses corps étendus sur le sol, il l'obligeait à regarder. Et il explique donc que d'une certaine manière, c'est ce frère qui a été la première personne à le forcer à, je dirais, affronter ses peurs les plus archaïques et les plus essentielles. Regarder la mort en face. Donc, dans son premier film dont je vous ai parlé tout à l'heure, La légende du grand judo, il valorise déjà, comme c'est le cas dans les 7 samouraïs, il valorise le courage et les qualités morales du petit peuple, pourrait-on dire. C'est une thématique qu'on va retrouver dans son œuvre. Alors les 7 samouraïs appartiennent à ce qu'on peut appeler un cinéma de genre, et notamment au Japon, ce type de film, on les appelle les shanbara. C'est un peu l'équivalent des films de KPDP, mais pour la culture asiatique. On les appelle parfois aussi des kengeki, c'est-à-dire des films de sabre, de combat au sabre, et on les appelle aussi éventuellement des jidaigeki, et là c'est films d'histoire en costume. Donc les 7 samouraïs résument tout ça, je dirais. Alors si on devait présenter très rapidement l'action du film, le synopsis, l'action se passe au XVIe siècle dans le Japon médiéval, et c'est l'histoire d'un petit village de paysans qui est régulièrement attaqué par une horde de bandits dont on comprend que ce sont des samouraïs défroqués, si je puis dire, parce que beaucoup de samouraïs étaient en fait des sortes de chevaliers errants. Alors il y a ceux qui défendaient encore les vraies valeurs chevaleresques, et puis il y a ceux qui basculaient dans le grand banditisme et le banditisme organisé. Donc là, en l'occurrence, c'est une horde de 40 bandits qui rançonnent à chaque saison ce village en lui pillant sa récolte.
Donc comme évidemment la famine guette, ce village se dit qu'il va falloir absolument faire quelque chose, mais quoi? Ce sont des paysans, ils ne savent pas se battre, ils appartiennent à, si on peut dire, une caste inférieure, donc socialement ils sont reconnus par personne, donc ils vont devoir solliciter une aide extérieure et ils vont se rendre dans le village voisin qui est un village de plus grande taille pour essayer de recruter, d'embaucher des samouraïs pour défendre le village et leur apprendre à combattre. Alors ma problématique, ça va être la suivante, ça va être d'essayer de montrer en quoi, si la peur est aussi un phénomène individuel et un phénomène de groupe, hein, il y a des peurs collectives et il y a des peurs individuelles, l'héroïsme en revanche, paradoxalement, ne peut être que collectif. En tout cas, c'est le grand message du film. Cet héroïsme ne peut être collectif que aussi bien dans ses motivations, d'abord, dans son processus, dans son mode opératoire, si on peut dire, et aussi dans sa manifestation en acte, et pour finir, dans ses effets. Donc l'héroïsme en tant que phénomène de groupe. Et même lorsqu'un individu s'illustre seul, il apparaît toujours comme le rouage d'une dynamique héroïque collective. Tout ça reviendra à insister sur le fait que Les 7 samouraïs est en fait un film politique, on pourrait même dire un film philosophique, parce que les valeurs des samouraïs se développent aussi un certain nombre de thématiques philosophiques et métaphysiques. Donc c'est un film politique tout autant qu'un film d'action. C'est vraiment une des caractéristiques de ce film. Alors j'essaierai de suivre je dirais la progression suivante. Déjà, je vais essayer de montrer, en me référant modestement à Hobbes, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais de montrer que ce village qui fait appel aux samouraïs constitue ce qu'on pourrait appeler un état léviathan en germe. Hein, donc j'ai essayé de parler de cette problématique exposée par Hobbes dans le Léviathan. Ensuite, je vais tenter de montrer que donc cet héroïsme, c'est un héroïsme au pluriel, c'est jamais un héroïsme singulier. Et d'autre part, finalement, traiter de la thématique de la peur, mais là aussi dans sa globalité, et se demander si finalement, que ce soit la peur des paysans, la peur des samouraïs, parce qu'elle existe aussi, et la peur des bandits, est-ce que ce ne sont pas des peurs symétriques, des peurs complémentaires, et au fond, des peurs qui se rejoignent bien plus qu'on ne le pense. Alors pour ce qui est de cet état léviathan en germe, comme je vais essayer de le montrer, on voit déjà que dans ce film, paradoxalement, la peur peut présenter des vertus, hein, lorsqu'elle est notamment signal d'alerte d'une société en danger. Elle amène à confier le sort de la communauté à un être jugé supérieur, que cet être soit réel ou virtuel, afin de rétablir la paix et de tenir à l'écart ce qui menace la communauté d'extinction ou de destruction. Dans ce cas, la peur devient le principe fondateur d'une structure étatique, qu'elle soit monarchique, c'est-à-dire concentrée sur un seul homme qui détient à lui seul le pouvoir, ou qu'elle soit de type républicain, c'est-à-dire que le pouvoir devient une chose publique. Mais cette peur suppose dans le même temps d'abdiquer une partie de sa liberté, du moins celle de décider pour soi, au profit d'un intérêt supérieur qui est une sorte de singulier collectif. Donc là, on pourrait se référer à un passage du Léviathan de Hobbes, dans la deuxième partie, chapitre 17. Hobbes dit notamment que le but pour certaines sociétés est de rassembler tout leur pouvoir et toute leur force sur un seul homme ou sur une seule assemblée d'hommes qui puissent réduire toute leur volonté à la majorité des voix, à une seule volonté. Autant dire désigner un homme ou une assemblée d'hommes pour tenir le rôle de leur personne. Et alors finalement, ça suppose une sorte de contrat social, comme qui dirait, ou contrat politique. Adhérer à ce système, ça veut dire autoriser cet homme ou cette assemblée d'hommes à agir et donc abandonner son droit de se gouverner soi-même pour confier ce droit à cet homme ou à cette assemblée, à cette condition de lui abandonner son droit et d'autoriser toutes ses actions de la même manière. Hobbes ajoute que par la terreur qu'ils inspirent, ces structures sont à même de façonner les volontés de tous pour la paix à l'intérieur et l'aide mutuelle contre les ennemis à l'extérieur.
Il me semble que c'est vraiment dans cette configuration-là que se situe le village, notamment dans la démarche de certains fermiers, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord au départ, d'aller justement solliciter cette aide extérieure de la part des samouraïs. Et je trouve que ça pose la question, au fond, qui est une question très politique, de l'homme providentiel. C'est-à-dire, est-ce que ce village part à la recherche d'un homme providentiel? Est-ce que les samouraïs seront ces hommes? Ils ne se présentent pas comme tels, et notamment celui qui fait figure de leader, qui s'appelle Kanbei, je vais vous montrer un extrait avec lui, à aucun moment ne cherche à justement occuper une position de leader, ni à abuser soit du pouvoir qu'on lui confère déjà potentiellement, soit de celui qui pourrait essayer de prendre par la force. En fait, on sent surtout que, plus que l'homme, c'est l'unité qui est providentielle face à la peur. Donc, toute la question est de savoir si ces paysans vont déléguer leur courage à ces hommes, et surtout si l'héroïsme se délègue. Donc, je vais vous passer un extrait, justement, où on voit les paysans qui repèrent ce personnage de Kanbei, qui, dans le village où il se trouve, va réaliser une sorte de sauvetage, si ce n'est spectaculaire, pour le coup héroïque, d'une femme et d'un enfant qui ont été pris en otage par un homme qui a extrêmement faim, qui menace de les tuer, et il va réussir aussi bien par la ruse et par le courage à sauver tout le monde et avoir raison de ce bandit.
utilisé. Tout à l'heure, pendant le truc de danse, il y a un câble jack qui a été promené ici. Je ne sais pas lequel c'est. Vous n'auriez pas. C'est pas vous qui avez fait le montage. Qui est-ce qui a fait le montage? Je crois que c'est monsieur. Brancher là-dessus. 煮飯を持ってきた。一つはお前が食べる。おい、おらんか。どうした？おい。おい。Sur ces visages, alors ces visages de paysans, c'est toujours justement des visages d'érictus, d'érictus de peur, de douleur, d'inquiétude. L'un de ces villageois, au moment où il décrit la situation qui se passe dans la grange, je ne sais pas si vous avez remarqué, sa peau tremble tellement il a peur. Donc c'est une peur qui imprime les corps en permanence. Face à cette peur, ce samouraï, il apparaît comme l'homme parfaitement maître de soi, donc comme l'homme providentiel qui est à la fois dans un calme et une rapidité d'exécution fulgurante. Ça pourrait rappeler un aphorisme de René Char. Pour lui, l'art de la guerre, c'était agir en primitif, mais prévoir en stratège. Et c'est ce que fait ici le personnage de Kanbei. Et on comprend, bon là c'est le jeune homme Kakuchiro qui va vouloir devenir son apprenti. On comprend déjà toute l'admiration qu'il suscite. Pour eux, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui peut les sauver. Mais ce qu'on constate déjà, c'est que lui-même n'agit pas en son nom propre. En l'occurrence, il agit au nom aussi de cette communauté de villageois dont 2 de leurs membres sont menacés. La manifestation aussi de la peur de ce groupe, c'est qu'une fois que le bandit est mis hors d'état de nuire, la foule va se jeter sur lui pour littéralement le massacrer. Ce qui est une façon aussi de défouler cette peur qui les avait paralysés dans un premier temps. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au tout début du film, une femme en pleurant dit « les dieux nous ont abandonnés ». Et en gros, elle explique qu'il faut s'en trouver un autre. C'est peut-être lui, ce dieu-là, ou en tout cas, ça va être cette structure que ces 7 samouraïs vont essayer de construire au sein du village. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que ce que les samouraïs vont instaurer, c'est une sorte d'état léviathan en puissance dans cette communauté de paysans qui apprennent à s'unifier autant en tant que corps politique, régi par des règles de conduite face à l'oppresseur, parce qu'ils étaient déjà un corps social. Donc là, le but, c'est d'accéder à une dimension de corps politique. Alors, ils étaient un corps social avec ses qualités et ses défauts, mais c'était quand même un corps social soudé. Les samouraïs, d'une certaine façon, et surtout donc ce sage incarné par Kanbei, leur ont appris notamment à discipliner leur corps. Ces corps qui sont tremblants, qui sont mous, qui ont le dos voûté, ils vont leur apprendre à avoir aussi la posture d'homme debout, c'est-à-dire, comme disait Camus, d'homme révolté. Ils vont aussi leur apprendre à discipliner leur esprit à l'art de la guerre pour contenir et dépasser leur peur, mais aussi donc à se constituer en quasi-état
pas seulement en village familial, isolé et donc vulnérable. Alors, une analyste du film des 7 samouraïs qui s'appelle Clélia Zernick explique que selon elle, la transition que ces samouraïs permettent d'opérer au sein du village, c'est de passer de ce qu'elle appelle un corps humilié à un corps social. D'une certaine manière, leur statut de paysan et le fait qu'ils soient une des plus basses castes de cette société font qu'ils sont aussi un corps social humilié. Donc cette critique dit que les samouraïs assument 2 fonctions, unifier le peuple et l'éduquer. Il faut se rappeler que pour les Japonais, les samouraïs ne sont pas de simples militaires, mais qu'ils incarnent une sagesse, une éthique. Le Bushido est le code de principes moraux que les samouraïs étaient tenus implicitement et autoritairement d'observer. Dès la légende du grand judo, Kurosawa présente le maître en arts martiaux comme un lettré dont la pratique s'inscrit dans une quête de la vérité. Et réciproquement, il n'y avait pas de grand penseur au Japon qui ne soit maître en arts martiaux. Éthique et réflexion sont d'abord une manière de vivre son corps. C'est donc par la maîtrise du corps que l'on accède aux sphères de l'esprit. Il n'y a pas de distinction entre le physique et le psychologique. C'est finalement ce qu'aura vécu Kurosawa dès les premières années de sa vie avec son père, entre l'âme et le corps, ce qui permet à Kurosawa de développer une trame sociale et politique par le simple traitement des dynamiques corporelles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de corps en mouvement. Je reviendrai sur un des personnages qu'on a vu brièvement, qui est un des acteurs fétiches de Kurosawa, qui s'appelle Toshiro Mifune, qui est en fait le samouraï qui se fait passer pour tel alors qu'il ne l'est pas, mais qui va jouer un rôle absolument décisif dans tout ce qui va arriver à ce village. Donc ce corps de paysans se constituait plus ou moins en corps politique, mais ce qui est frappant, c'est que il va rejeter en quelque sorte, exclure immédiatement les samouraïs une fois que la mission de ces derniers sera accomplie. Donc la scène finale où on les voit replanter le riz, être de nouveau heureux, alors ça correspond en plus à vraiment un contraste climatique très fort, très symbolique, puisque la bataille finale a lieu sous une pluie battante et qu'après c'est le retour des beaux jours. Bon, la symbolique est évidente. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette communauté de paysans, de certaine manière, elle se referme sur sa joie. Elle se referme sur sa joie, ce qui rend cette joie ambivalente. Il y a comme un résidu de peur dans cette allégresse collective, dont l'épreuve qu'ils viennent de traverser ne les a pas expurgés en fait. Au contraire, ça n'a pas évacué la peur, ça lui a donné un autre visage. Elle les a confortés dans une sorte de repli communautaire. Et ça rappelle que ces paysans n'ont pas en vérité engagé ces samouraïs pour être éduqués à un nouveau modèle social ou politique. Ils ont fait appel à un service d'ordre et de formation au combat. Et là, on retrouve un certain pragmatisme paysan, j'ai envie de dire, même ce qu'on pourrait qualifier de rudesse utilitariste, qui montre aussi les limites de ces hommes. Ce ne sont pas des héros. Les limites de ces hommes, elles se situent entre ce que j'appellerais l'hermétisme et l'humilité. Hermétisme parce qu'au fond, ils ne souhaitent pas s'ouvrir au monde. Ils sont allés solliciter une aide extérieure, mais leur vie, je dirais, en vase clos leur suffit. D'ailleurs, on a souvent des plans en plongée de ce village dans cette petite vallée, encaissée. Ils sont dans leur petit monde, ils ne cherchent pas à l'agrandir ou à en sortir. Mais humilité aussi, et c'est l'humilité qui s'impose à eux-mêmes, c'est-à-dire de rester à leur place de paysans. Une fois qu'ils ont réussi à défendre leur récolte et préserver leur territoire, ils n'ont pas d'autre ambition. Et notamment, c'est symbolisé par le fait qu'un des paysans qui s'appelle Manzo cache sa fille qui s'appelle Shino durant pratiquement tout le film pour être sûr qu'elle ne soit pas convoitée par un samouraï. Et lorsqu'il découvre qu'elle est tombée amoureuse du jeune apprenti là, qui est ébloui par le samouraï expérimenté, la première phrase qu'il a à lui dire c'est « Mais qu'est-ce que tu t'imagines, une paysanne avec un samouraï ?» Donc on voit bien aussi que finalement ce sont des communautés qui restent relativement étanches les unes aux autres. Alors la question de la révolte de ces paysans, du coup, elle se pose moins peut-être en termes d'honneur et d'héroïsme, ce qui serait le cas pour les samouraïs, qu'en termes de propriété. Le fruit de leur travail n'appartiendra à personne d'autre qu'à eux, parce que ça leur coûte suffisamment d'efforts comme ça, et parce qu'il y va de leur vie aussi, bien sûr. Pour les samouraïs, on a le sentiment que c'est l'inverse.
C'est-à-dire, il n'y a matériellement rien à gagner dans cette périlleuse entreprise. Ce qu'ils ont à gagner, la seule chose qu'on peut leur offrir, en gros, c'est un repas par jour. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de gloire au bout. L'un des samouraïs le dit. Ils sont quand même 7 samouraïs contre 40 brigands. Sur le papier, le rapport de force est suicidaire. Mais ces paysans sont misérables. Et pourtant, c'est au nom des codes d'honneur, justement, d'assistance aux plus faibles que ces samouraïs vont s'engager. Il y a notamment une scène très émouvante qui va faire changer d'avis un samouraï qui ne voulait pas participer à l'aventure. Il découvre qu'en fait, pour que les paysans lui offrent du riz, en attendant de savoir s'il va prendre sa décision, ils le nourrissent, il découvre que ces paysans mangent du millet infect. Et là, ils réalisent le sacrifice que ça représente pour eux que de venir les chercher. En revanche, donc, c'est une question d'honneur qui fait revenir ces samouraïs à l'essence même des valeurs chevaleresques, donc le Bushido, qui est notamment Bushido qui dit notamment de respecter ceux qui travaillent la terre et de protéger les plus faibles que soi. Et le problème de ces bandits qui attaquent le village, dont beaucoup sont d'anciens samouraïs, c'est qu'ils ont précisément renié cette condition de samouraï en trahissant les codes d'honneur élémentaires du Bushido. Donc entre ces bandits et ces samouraïs, il y a aussi un compte à régler qui va bien au-delà du fait de protéger et sauver un village. C'est deux conceptions aussi de la condition de samouraï qui s'affrontent. Cette problématique de la peur, elle est aussi en lien intrinsèque avec une autre problématique, qui est celle de la soumission et de la servitude, grand thème actuellement traité en classe préparatoire. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même là dans le Japon médiéval, qui est régi par un système féodal. On a un rapport de force très violent entre ces paysans et ces bandits. On s'aperçoit aussi que la coexistence entre les paysans et les samouraïs venus les protéger est complexe. C'est-à-dire qu'au fond, les paysans ont très peur de ces samouraïs. Ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent leur faire confiance. Et inversement, d'ailleurs, les samouraïs vont découvrir que les paysans en ont vu passer d'autres qu'eux. La preuve, c'est qu'il y a une grange où il y a un certain nombre d'armures et de lances de samouraïs. Et ils les ont récupérées pas parce qu'on les leur a données, c'est parce qu'ils ont dépouillé tous les samouraïs de passage. Donc au fond, est-ce que c'est pas le sort qui les attend non plus ? Ces paysans d'ailleurs sont très méfiants, ils cachent leurs femmes et leurs filles, et notamment ça montre l'association qui est faite entre ces samouraïs et ces bandits, puisque les bandits ont enlevé un certain nombre de femmes du village qu'ils violent et qu'ils considèrent donc comme leurs objets sexuels. Donc il y a quand même un climat de psychose collective latente. En faisant entrer ces samouraïs dans le village, les paysans se demandent s'ils n'ont pas fait entrer le loup dans la bergerie, comme on dit. Mais la phrase finale nous montre qu'au fond, ils ont fait le bon choix parce qu'ils ont affaire à des êtres sensés et à des samouraïs qu'on pourrait qualifier d'humanistes, puisque la dernière phrase prononcée par Kanbei est « Une fois de plus, nous avons perdu ». Voilà la conclusion que donne le chef des samouraïs. Ce sont les paysans qui ont gagné. Alors comment est-ce qu'on pourrait analyser cette phrase finale ? On pourrait l'analyser de la façon suivante, c'est que eux, ces samouraïs errants, qu'on appelle des ronins, ils n'ont rien construit. Donc eux, ils n'ont rien à protéger. Rien qui vaille la peine de vivre ou de mourir. D'ailleurs, quand Kanbei recrute ces différents samouraïs, à chaque fois il leur dit « Bon, on va tous mourir ». Soit ils répondent « Bon, ben d'accord », soit ils répondent rien. Donc on sent que finalement, ils sont eux-mêmes dans un positionnement qu'on pourrait qualifier de nihiliste, alors que les paysans, face à eux, ne perdent jamais de vue le sens de leur vie, quant à eux. Le sens de leur vie, c'est la terre, la famille, la communauté. Ces samouraïs qui quittent le village après avoir perdu 4 des leurs, il en restera plus 3 à la fin, dont un dont on devine qu'il va rester vivre avec la jeune paysanne dont il est tombé amoureux. Eux, ils n'ont rien de tout ça. Donc peut-être que leur servitude à eux, c'est celle du néant et c'est celle de l'errance. Et d'une certaine façon, le contact avec ces paysans leur ont apporté aussi quelque chose à eux, les ont un peu recentrés sur la vie, même si certains l'ont perdu, cette vie.
Donc on pourrait se demander pourquoi ces samouraïs acceptent de défendre ces paysans, si ce n'est parce qu'eux-mêmes ont eux aussi refusé la soumission à un seigneur, puisqu'on est dans ce système féodal. Ce sont des samouraïs indépendants, en dehors de toute classe sociale, donc eux-mêmes sont considérés comme des parias, au même titre que les bandits qui ont basculé du mauvais côté. Donc se battre contre ces bandits, c'est se battre aussi contre leur part d'ombre, ce qui constitue sans doute une grande part de la symbolique du film et du combat final. Ce combat final épique, c'est aussi un combat contre eux-mêmes. Alors l'héroïsme, c'est donc une affaire collective face à ces samouraïs qui sont comme des entités comme ça individuelles regroupées par la circonstance. On le voit notamment grâce à deux scènes, notamment une scène où on comprend, excusez-moi, une scène où on comprend que finalement pour ces paysans, tuer c'est un acte absolument au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Pourtant ils l'accomplissent et ils l'accomplissent au nom du groupe. Et à un moment aussi, Kanbei va devoir rappeler à l'ordre ce samouraï un peu excentrique, Kikuchiyo, qui va vouloir finalement s'illustrer dans une action d'éclat individuelle, et il va tout de suite lui faire comprendre que c'est pas du tout le sens de leur combat. Donc, je vais essayer de vous retrouver l'extrait. C'est quand les femmes sont cachées. Alors pour expliquer un petit peu la stratégie guerrière mise en place par Kanbei, qui est quand même un très bon stratège de guerre, c'est d'encercler le village et de laisser rentrer les samouraïs un par un. Les bandits, lapsus révélateur, un par un. Et donc une fois qu'ils sont entrés, la structure se referme sur eux, un peu comme une cellule qui phagocyte un virus. Ils vont tous s'attaquer à lui et ils vont les laisser rentrer au compte-gouttes pour les éliminer un à un jusqu'à ce que le rapport de force devienne plus équitable et qu'entre-temps les villageois se soient aguerris aussi au fait de tuer. Mais les premières fois où ça va arriver, tout le monde va être dans un état de traumatisme absolu. Alors là, ce qui les plonge notamment dans la panique, c'est qu'il y avait 3 maisons qui étaient à l'extérieur du village et elles avaient toutes une valeur très symbolique. Notamment, il y avait un moulin où se trouvait le vieux sage aveugle, la figure un peu homérique, vous voyez, celui qu'on consulte quand tout va mal. Et lui, il a toujours dit que de toute façon, il ne quitterait pas son moulin et que quand les bandits arriveraient, s'ils font cramer le moulin, il reste dedans. Donc c'est la panique parce qu'on sait très bien qu'il est dans le moulin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on surveille les positions? Est-ce qu'on va le chercher? Là aussi, ça pose la question du collectif. Et c'est pour ça que tout le monde est dans un état d'effroi pas possible.
flamme, figure de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est que c'est un personnage très cathartique, hein, au sens vraiment de la tragédie grecque, c'est-à-dire et presque un peu aussi pharmakos, bouc émissaire, et il incarne vraiment toutes les pulsions de tout ce village. Et là, on est vraiment dans une scène cathartique qui suscite terreur et pitié, comme qui dirait, parce que là, ça le renvoie directement à son expérience personnelle. On devine tous les traumatismes chez ce personnage, toutes les peurs enfouies qu'il peut y avoir derrière cette attitude de fanfaron, hein, d'être tout le temps dans l'émotion extériorisée, dans la provocation. En vérité, c'est quelqu'un qui porte une blessure profonde. Alors c'est pas lui qui s'est pris la lance, hein, vous allez voir. Bon, voilà, hein, que dire de plus là, c'est presque une scène primitive, hein, c'est la mort infligée à un autre que soi, hein, et l'état dans lequel ça peut mettre. Cet homme n'était pas né pour faire ça, il était né pour cultiver les rizières, et là, il vient de tuer un homme. Hein. Donc, il vient d'affronter l'effroi le plus absolu, et cet effroi, il est visible sur son visage, dans son expression corporelle tétanisée. Bon, le petit rire aussi pour essayer d'exorciser la peur, hein. Tout de suite l'encouragement du samouraï, hein, qui valide entre guillemets l'action qui vient d'être commise par ce groupe qui ne s'en croyait vraisemblablement pas capable. Donc là, en fait, grande scène mélodramatico-comico-émouvante. Le personnage de Manzo qui cache sa fille, qui a plus peur pour elle que pour sa propre vie. Bon, bah quand même, là,
Il est dans une grande séquence mélodramatique, appelez ma fille, j'ai quelque chose à lui dire, là c'est la fin, alors qu'il vient juste de se faire érafler l'avant-bras. Donc ça montre bien aussi le degré de peur et d'angoisse qui est celui de ces paysans. Bon, sur un mode qui dédramatise là, mais qui dit aussi beaucoup de choses, hein, bien sûr. こんな聞いてさんいたってせっかく男にしたった娘のバカの考えでは聞かんぞ。Alors là, il y a une scène que je passerai pas parce que l'heure tourne, mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de Rikichi, son épouse a été tuée lors d'une première attaque menée par les samouraïs pour essayer de réduire le nombre des bandits avant qu'ils commencent à attaquer le village, donc toujours avoir un coup d'avance. Et son épouse est morte, s'est donné la mort, elle s'est jetée dans la maison en flammes des bandits parce que elle a été abusée par tous les hommes du clan et elle se sent donc souillée et lorsqu'elle voit son époux, elle est profondément blessée de se montrer à lui, elle préfère se donner la mort. Et donc après on sent que Rikichi finalement n'a plus rien à perdre. Et une des problématiques du film, c'est que les bandits possèdent 3 fusils alors que les autres n'ont que des arcs et des sabres. Donc il faut essayer d'en récupérer au moins un, nous dit Kanbei. Il se trouve qu'ils vont en récupérer 2. Le premier sera récupéré par un autre samouraï qui est extrêmement impressionnant de maîtrise, de calme, d'humilité. En gros, il dit je vais faire un tour, il revient avec un fusil, il a tué 4 personnes. Enfin bon, voilà, en toute simplicité. Et il suscite une très grande admiration aussi de la part du jeune novice là, qui demande qu'à être formé par tous les samouraïs de valeur. Sauf que le personnage interprété par le personnage de Kikushio, lui, veut aussi s'illustrer, veut montrer à ce jeune homme qu'il est aussi valeureux, sauf que lui va prendre des risques inconsidérés et donc Kanbei va lui passer un savon en lui expliquant que l'héroïsme c'est pas ça. L'héroïsme c'est pas de se faire mousser tout seul. L'héroïsme c'est de toujours se demander qu'est-ce qu'on engage des autres dans ce qu'on décide de faire soi. Et donc là, il lui rappelle que ce n'est pas le sens de leur action. Il prononce des phrases tout à fait définitives là-dessus. Il lui explique que donc l'héroïsme, c'est un acte de groupe. D'ailleurs, le premier samouraï qui va chercher le premier fusil empêche Rikichi d'y aller. Il lui dit « On sent que tu n'as plus rien à perdre et que tu veux mourir, ce n'est pas à toi d'y aller. » Parce que l'héroïsme, ce n'est pas non plus du sacrifice, ça n'est pas non plus du suicide. Le suicide n'est pas une manifestation de l'héroïsme. Les commandos suicides ne sont pas des commandos héroïques, à bon entendeur. Ici, il y a aussi toute une réflexion sur ce que c'est que donner sa vie au nom de la communauté. Ça ne se fait pas n'importe comment, ni pour n'importe quelle raison. Donc à chaque fois, il y a des personnages quand même qui font office d'instances régulatrices, aussi bien pour réguler les peurs de chacun que pour rappeler quel est le sens de la mission, c'est-à-dire être efficace, parce qu'ils sont aussi dans une logique de guerre. Alors ces samouraïs, ces bandits, ces paysans, est-ce qu'ils sont dans je dirais, confrontés à des peurs qu'on pourrait qualifier de symétriques ou de complémentaires? Ce film, comme je l'ai dit, c'est un film qui est hanté, dominé par la peur physique, morale, par l'angoisse aussi. La différence entre les deux, si on peut dire, c'est que l'angoisse, c'est une projection. L'angoisse, c'est la peur d'avoir peur. Donc, ils sont aussi dans cette dynamique d'angoisse. En gros, tout le monde a peur. D'ailleurs, c'est ce que rappelle un des samouraïs qui forme ces paysans à un moment, alors qu'il les voit plus du tout sur deux, dans une attitude très tendue, très tétanisée. Il leur dit « Mais qu'est-ce que vous croyez? Eux aussi ont peur. » Qui est une des phrases clés du film.
Et lorsque Kikuchiyo va aller voler le deuxième fusil, en prenant tous les risques, en fait, il va prendre l'armure d'un bandit qui a été tué, se faire passer pour lui, et un petit peu à la façon des cartoons, venir discuter à côté d'un bandit qui monte la garde pour lui dire alors comment ça se passe. Et le bandit lui explique, nous, on commence à s'inquiéter, on a faim, on n'arrive pas à prendre le village, ils commencent à nous faire peur, ces paysans. Donc là, on a un aveu finalement arraché à un de ces bandits par ce personnage de Kikuchiyo, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'est pas du bon côté de la barrière, et là, ça va déclencher une situation qui aurait pu mettre en péril tout le village. C'est aussi pour ça que Kanbei le rappelle à l'ordre. Alors il y a un des personnages de samouraï aussi qui est intéressant dans sa manière de gérer sa peur. C'est le meilleur ami de Kanbei. Alors il s'appelle Shishiyoshi. C'est le deuxième qui est recruté. À un moment, Kanbei lui dit alors qu'est-ce que tu deviens, tes dernières aventures, et il raconte une histoire où il a failli être brûlé vif dans une grange. Il a réussi à sauter à l'eau au dernier moment. Là-dessus, Kanbei lui dit tu as eu peur? Réponse du samouraï, pas vraiment. On fait plus déterminé comme réponse. C'est évidemment une façon de dire oui. Et une fois que Kanbei lui dit mais dans cette mission, voilà, il y aura peut-être pas de survivants, c'est une mission de non-retour. Qu'en penses-tu? Son ami ne répond rien. Il se trouve que ce sera un des 3 survivants. Et là aussi, il y a peut-être une leçon à tirer de ça, c'est que finalement, sa peur, elle est aussi une instance régulatrice. C'est-à-dire que lui aussi, il sait où est la limite, il sait fixer la limite qui sépare le courage de la témérité et la limite qui sépare les héros des têtes brûlées, ce qu'il n'est pas. On a aussi beaucoup de peurs qui se manifestent dans l'expression des émotions, notamment avec le personnage de Kikuchiyo, donc interprété par Toshiro Mifune, qui est vraiment le grand acteur de Kurosawa. Cet homme en colère qui se met à pleurer avec le bébé dans ses bras parce qu'il revit toute son enfance et tous les traumatismes de son enfance. On comprend bien que c'est quelqu'un qui lutte en permanence contre ses peurs, avec ses rictus effarés, avec cette agressivité. Mais alors, il est intéressant ce personnage, c'est un personnage essentiel parce qu'il incarne et il exorcise les peurs de tous au fond. Et surtout, étant fils de paysan, il joue le rôle de tiers, médiateur entre le monde des paysans et le monde des samouraïs. C'est-à-dire quand il y a incompréhension entre les deux mondes, c'est lui qui fait la traduction d'une certaine manière. Quand c'est lui qui découvre les armures dans la grange et qui dit aux paysans « Ah oui, d'accord, donc c'est ce qui nous attend aussi ». Donc là, il les oblige aussi à s'expliquer face à leur duplicité possible. Et à l'inverse, lorsque les samouraïs ne comprennent pas au fond pourquoi est-ce que ces paysans ont besoin d'eux, voire pourquoi ils n'essaient pas de se défendre tout seuls, là, ce personnage se fâche en expliquant ce qu'est la dure condition de paysan. Pour se battre, il faut avoir le courage, il faut avoir la force physique. C'est des hommes qui se lèvent épuisés et qui se couchent épuisés aussi. Donc lui, cette réalité, il la connaît parce qu'il en vient. Les samouraïs, non. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un des samouraïs va représenter une sorte d'étendard guerrier qui va planter à l'entrée du village. Sur cet étendard, il y a 6 ronds qui représentent 6 samouraïs et il y a un triangle. Et donc, un des personnages dit, mais pourquoi il n'y a pas 6 ronds? Pourquoi il y a un triangle? Le triangle, c'est Kikuchiyo. Et le triangle, c'est la triangulation, c'est la relation intermédiaire. Donc, c'est la figure du médiateur. Donc, cette peur, elle peut être aussi celle qui, paradoxalement, fait franchir les passerelles d'un monde à un autre. C'est ce que montre ce personnage de Kikuchiyo, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. La peur est peut-être meilleure conseillère que ne le dit le dicton populaire. Et donc il y a un certain nombre comme ça de scènes que j'ai pas le temps de vous passer, mais qui montrent à quel point, au fond, ces paysans ont quand même l'immense mérite d'avoir dépassé leur peur, même si pour ça ils ont eu besoin d'auxiliaires, ils ont réussi à dépasser leur peur, mais ils l'ont fait toujours, c'est vraiment ma problématique centrale, au nom du groupe. C'est-à-dire, ce qui les fonde, c'est le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui fait dépasser le champ de la peur, parce qu'il permet de s'oublier en tant qu'individu,
pour agir dans l'intérêt du groupe, dont on se sent membre avec une sorte d'évidence pleine et entière. C'est-à-dire que la question ne se pose même plus. L'héroïsme semble, dans l'opinion populaire, le fruit d'une action et d'une décision individuelle qui font qu'on se distingue du groupe, qu'on s'illustre. En vérité, ce qu'on perçoit dans ce film, c'est que les héros agissent en tant que groupe et au nom du groupe. Et en ce sens, ils ne sont pas des héros. Les vrais héros sont ceux qui n'en sont pas, finalement. Ils sont un groupe déterminé dans toutes les acceptions du terme, c'est-à-dire avec un but dont leur volonté ne déviera pas tant que ce but ne sera pas atteint, c'est-à-dire se débarrasser de ces bandits, mais aussi avec une identité collective forte qui détermine absolument leur façon d'agir et leurs décisions. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en réfléchissant à tout ça, j'ai repensé au débarquement de juin 1944. J'étais allée au mémorial de Caen l'année dernière. Et je m'étais dit finalement, quand on voit tous ces jeunes hommes qui descendent des barges, et les premiers à descendre étaient sûrs de mourir, qu'est-ce qui peut faire que ces hommes aient la force de descendre du bateau et de s'avancer sur la plage? Ben peut-être parce que ces hommes étaient persuadés d'être d'un pays, d'une région, d'une culture, d'une famille, d'un groupe. Et c'est peut-être ça qui donne le courage d'agir.